Si aujourd'hui la fédération espagnole tarde un petit peu, est-ce que ce serait peut-être parce que ZAF derrière, s'ils n'ont pas payé les filles, est-ce qu'ils ont payé la fédé espagnole sur ces garanties? Moi, j'ose pas envisager cette possibilité-là, très honnêtement, parce que je me dis que la bonne gouvernance des fédérations fait qu'ils s'appliquent à eux-mêmes les règlements qu'ils écrivent. Donc le règlement dit tu dois collecter l'argent de la garantie bancaire. J'espère qu'ils ont les mécanismes pour le faire et qu'ils font pas courir des équipes à crédit, quoi. Patrice et Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. Let's go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Vélo Podcast, un podcast 100% féminin puisque débute cette semaine et se déroule cette semaine la Vuelta Femenina. Et pour en parler, on va accueillir Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon Julien, premier grand tour de la saison, en tout cas on va considérer la Vuelta Femenina comme un grand tour. D'ailleurs, petit aparté, il y aura la fin de ce podcast après bien cette présentation de la Vuelta, la suite un peu du dossier qu'on avait fait sur la signature d'Audrey Cordon-Rago chez Human Power S avec la fin de son aventure chez ZAF Cycling, et on va se plonger un petit peu plus dans les affres de l'affaire ZAF Cycling avec un invité qui sera avec nous. Voilà, on vous tease un peu cela, mais restez à la fin de ce podcast. Après la présentation de la Vuelta, Julien, on aura une personne qui notamment travaille avec les coureuses qui sont un peu embêtées par l'équipe ZAF Cycling. Exactement, on aura Jeff Raymond de The Cyclist Alliance, qui est l'un des principaux syndicats de cyclisme féminin, qui nous parlera de ce qui se passe avec ZAF, ce qui s'est passé avec ZAF, et notamment les transferts. Exactement, voilà, vous avez un petit peu le programme pour ce podcast. On va commencer avec la Vuelta. Bon, la Vuelta qui a commencé aujourd'hui, Julien, avec un contre-la-montre par équipe remporté par la Jumbo-Visma. Ce n'est pas Marianne Vos qui est la première maillot rouge, c'est la Britannique Anna Henderson. On va d'abord commencer, Julien, par présenter un petit peu ce parcours qui voit cette Vuelta se dérouler sur 7 étapes. Là aussi, on a une évolution, Julien, dans cette Vuelta qui démarrait un petit peu comme l'avait fait le Tour de France avec cette course by la Vuelta, ou en tout cas c'était sur une journée à la fin de la Vuelta Homme, et puis petit à petit c'est parti sur 2 jours, 3 jours, et là on est sur une semaine complète avec un contre-la-montre par équipe ce lundi. Ensuite, Julien, 2 étapes pour les sprinteuses mardi et mercredi, puis on va aller vers Guadalajara dans des étapes plus vallonnées, et puis un dernier week-end montagneux avec dimanche. Voilà, le point d'orgue de cette semaine avec l'arrivée au sommet des Lagos de Covadonga, des lacs de Covadonga bien connus par les hommes et qui sont empruntés avec cette montée raide empruntée par les femmes cette année. C'est un vrai beau parcours. Ah, c'est un parcours complet, il y en aura pour tout le monde, pour les rouleuses, donc sur le chrono par équipe. Torrevieja, on aura donc 2 étapes pour sprinteuses, on aura 2 étapes de montagne assez compliquées, et 2 étapes, on va dire, entre guillemets, de transition, peut-être pour des sprinteuses, peut-être pour des baroudeuses. Ce sera après en fonction des difficultés, de comment feront la course les coureurs qui sont engagés sur cette Vuelta Femenina. Après, tu parles de 2 étapes de montagne. Alors, on va tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet. Julien, quelle est l'étape qui va faire la différence? Moi, je parle des lacs de Covadonga de dimanche. Toi, un petit peu, quand on en a parlé un peu avant l'enregistrement du podcast, tu parlais de l'étape de vendredi avec l'arrivée à Riaza, sur les hauteurs de Riaza, au Mirador des Peñas Lianas, avec cette montée sèche sur la fin, avec 5 km à 7% de moyenne. Il y aura un col de première catégorie aussi plutôt dans l'étape. Toi, tu parles aussi de cette étape de vendredi à 130 km qui peut aussi faire la différence. C'est une étape qui est courte. Déjà, 130 km sur une étape de montagne, c'est plutôt court. C'est surtout 2 passages au-dessus de 1500 mètres. C'est assez costaud comme étape. C'est le genre d'étape où une équipe assez solide peut déjà faire une première décision dans le Puerto de Navafria. Donc ça peut déjà écrémer là après, et c'est assez vallonné. Il n'y a pas 1 mètre de plat, tout est en prise entre le sommet de Navafria et le pied du Mirador des Peñas Lianas Riaza.
il peut déjà y avoir la guerre dès le premier col. Au niveau des favorites, il y a quand même une bonne start list. Annemiek van Vleuten est la favorite. J'ai envie de te dire, on en a parlé en fait dans le débrief de Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que c'est pas la bonne année pour Demi Vollering qui va leader la SD Works, qui va mener la SD Works sur cette Vuelta? Elle arrive pleine balle. Elle a largement dominé les Ardennaises, un petit peu les Flandriennes aussi. Alors, je pense que ça va être une des, alors, on va dire que l'ultra favorite. Regarde ce qu'elle a déjà fait, ce sera Annemiek van Vleuten, mais Vollering va aller la chatouiller, je pense, sur cette Vuelta Femenina. En plus, elle est plutôt bien encadrée, avec Niam Fischer-Black, la néo-zélandaise, Cata Blancavas, qui monte pas mal. Et attention, petite perle, attention à Marie Schreiber, la luxembourgeoise qui vient d'arriver, qui vient du cyclocross, qui a aussi un bon petit punch sur route. Après, on va quand même retrouver à peu près les mêmes favorites que sur les grandes courses de la saison. Sur un tour comme la Vuelta, on n'a pas à avoir de réelles grosses surprises qui peut arriver comme ça, même si tu parles de la luxembourgeoise. On cite qui dans les favorites? Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, 3 étoiles. Est-ce qu'il y a une autre fille qui peut arriver en 3 étoiles? Moi, j'y crois pas trop. En 2 étoiles derrière, on aurait qui? On aurait Juliette Labous, on aurait peut-être Liane Lippert, qui va être là avec Annemiek van Vleuten à la Movistar, Silva Persico, qui va être encore là, Evita Music, qui va mener la FDJ Suez. Voilà, il y a Marta Cavalli qui est avec la FDJ Suez, mais bon, on a vu Marta Cavalli sur les Ardennaises, ça a été compliqué. Evita Music, elle arrive en forme. Voilà, on a fait. Est-ce qu'on a fait le tour quasi Nevadoma? Forcément, on va pas l'oublier. Et puis il y a Mavi Garcia aussi, l'Espagnol à domicile. Oui, et tu en oublies 2 importantes. Alors, moi, je pense que je vais oublier une Italienne de la Trek, exactement, qui a fait 2e de la Flèche. Australienne. Donc, les 2 filles de la Trek, j'en ai pas parlé de la Trek. Je te laisse en parler, vas-y. Tu auras Gaia Realini qui sera là. La dernière étape, c'est pour elle. Sur le papier, ça peut être pour elle. Amanda Spratt, qui est pas à la pro de l'année, hein, qui est aussi assez solide sur les courses par étape. Donc, il y a une belle. Alors, il y a une belle start list, ce qui est un peu, je dirais, l'inverse de chez les hommes sur une Vuelta qui est passée en fin de saison. La start list est un peu pauvre. Il y a moyen de faire une belle Vuelta et d'une belle course, et notamment sur le dernier week-end. Et attention à l'étape de mardi, il peut y avoir du vent dans cette zone d'Espagne. Et certaines peuvent être piégées là. Ouais, avec des étapes de plat sur les étapes de mardi et mercredi. Mais allez, j'ai parlé des favorites 3 étoiles. Toi, 3 étoiles, Van Vleuten, Vollering, t'es d'accord avec moi? Ouais. 3 étoiles seulement. En 3 étoiles, moi je mettrais comme un petit 3 étoiles quand même sur Lippert, parce que avec Van Vleuten, je sais pas comment elle aura récupéré les Ardennaises. Est-ce qu'elle va pas être dans la transmission de son savoir sur Lippert? Est-ce que je pense que les deux peuvent être sur le podium, un peu comme les SD Works sur les classiques. Et est-ce que finalement aussi on peut avoir la Movistar qui se dit bon, Liane Lippert, on va peut-être plus l'envoyer sur la Vuelta, Annemiek van Vleuten, ça peut-être plus leader après sur le Giro et le Tour de France. On peut aussi avoir aussi cette organisation d'équipe qui peut être faite chez la Movistar. Moi, Liane Lippert, j'aimais plutôt en 2 étoiles derrière, avec une Juliette Labous, vraiment 2 étoiles. Lippert, Labous, Persico, Evita Music, Mavi Garcia. Voilà. Moi, je mets ces filles-là en 2 étoiles. Allez, Nevadoma aussi, parce qu'elle est toujours présente. Et il y a Gaia Realini aussi. Bon, ça fait beaucoup de 2 étoiles, mais allez, en 2 étoiles pures, allez. T'as Ulysse Chabet aussi, qui marche pas mal aussi, qui peut, ouais, mais après, peut performer sur une course sur la table. Oui, bon, alors après, on va scinder 2 étoiles et 1 étoile. Voilà. 2 étoiles, Labous, Lippert, Persico, et 1 étoile, les autres derrière. Ouais, c'est pas mal. Après, t'as Garcia, hein, qui est sur son tour national. Qui sera peut-être plus en favorite 1 étoile. Ouais. Et après, le facteur X. Attention, moi, je vais te sortir mon facteur X. Marta Cavalli, quand même. Marta Cavalli, facteur X? Ouais. Elle peut très bien prendre un éclat la veille et le lendemain faire exploser tout le monde pour éviter la musique. Donc ça peut... Tu sais pas, c'est la grosse énigme Marta Cavalli pour 2023, je pense. Ce sera comment elle se sent dans sa tête. Avec la FDJ Suez qui n'a pas emmené Cécilie Trupp-Ludwig. Julien, cette Vuelta qui a commencé ce lundi avec le contre-la-montre par équipe et la victoire. Bon ben voilà, des Jumbo-Visma chez les hommes comme chez les femmes. Quand il y a un contre-la-montre par équipe, il y a toujours la Jumbo dans le lot. Là, avec la victoire de la Jumbo, je disais, c'est pas Marianne Vos qui est la première maillot rouge de cette Vuelta. C'est la Britannique Anna
Henderson, avec 4 jumbo en tête, avec la Canyon SRAM qui a terminé à 1 seconde juste derrière, avec notamment Chloé Digert, donc la Canyon SRAM menée par Kazi et Nivadoma. Ça permet en même temps de faire le tour un peu des favorites. Troisième, la Trek, Julien, avec notamment Gaillard et Aligny à 9 secondes, Amanda Spratt, t'en as parlé, la Movistar avec Van Vleuten et Lippert, quatrième de ce contre-la-montre par équipe inaugurale à 12 secondes, la Team SD Works, cinquième, qui sera menée par Demi Vollering, avec aussi Marlène Reusser qui est dans l'équipe à SD Works, la FDJ Suez qui termine sixième à 25 secondes, tout comme la DSM de Juliette Labousse. Bon voilà, après parmi les favorites qui ont perdu le plus de temps, allez, on a Persico avec la UAE qui termine 9e à 41 secondes et la Live Racing de Mavi Garcia à 42 secondes. Là, c'est les favorites qui ont perdu le plus de temps sur ce contre-la-montre inaugural. C'est les favorites qui sont à moins d'une minute. Après, quand tu vois la fin de semaine, c'est un écart qui n'est pas insurmontable. D'autant que la Jumbo Visma, je vois pas jusqu'où ils peuvent aller sur un classement général. Peut-être Réjeanne Marcus, mais la dernière étape je pense va lui être fatale. Après, oui, pour la Live et pour UAE, c'est pas insurmontable l'écart qu'ils ont pris. À suivre, en tout cas. Il y en a une qui risque d'avoir le maillot rouge dès ce mardi, c'est Marianne Vos, la reine Marianne Vos qui est bien placée dans la même seconde que Anna Henderson, forcément avec la Jumbo-Visma. C'est la sprinteuse numéro 1 de ce plateau de sprinteuses de la Vuelta qui n'a pas si énorme que ça. On n'a pas de Lorena Wiebes par exemple pour l'emballage final, avec finalement à peu près 2 étapes pour les sprinteuses, peut-être 3 ou 4 suivant les mouvements de course ou non plus tard dans la semaine sur les étapes plus vallonnées. Mais pour des sprints massifs, on aura 2 étapes et c'est Marianne Vos qui va être la sprinteuse numéro 1, la favorite. Ça va être la numéro 1. Oui, c'est sa pointe de vitesse. C'est une des choses qu'elle n'a pas perdu, sa pointe de vitesse. Mais attention à sa compatriote, la jeune Charlotte Cole. Je savais que tu allais m'en parler. Qui a déjà 2 victoires cette année. 2 victoires devant, pas n'importe qui, devant Lorena Wiebes. C'est la jeune pousse qui arrive dans le sprint. Ça devrait se jouer entre ces deux-là avec, espérons, une Clara Copponi en grande forme qui pourrait aller chercher son 2e succès en World Tour. Et pourquoi pas la surprise, aller jouer régulièrement dans les top 5, certainement, de Roxane Fournier. Tu penses Roxane Fournier qui va aller se mêler au top 5? Ce sera dans les chances de la Saint-Michel Mavi Cobert 93, sont les sprinteuses en place, c'est elle et Simone Bollard. Après, il n'y a pas non plus un énorme plateau de sprinteuses. Quand tu regardes sur la start list, à part Vos, Cole, Copponi, il reste quand même Emma Norsgaard, qui revient de blessure, donc voir comment elle est physiquement. Et chez la Live, je dirais que la plus grosse nom chez la Live, c'est Barbieri. Raquel Barbieri, l'italienne. Spécialiste de la piste aussi, qui va vite. Je pense que faudra compter sur ces sprinteuses-là, sur cette Vuelta. Hein. Si je te dis l'italienne Silvia Zanardi de la B-Pink? Pourquoi pas? Après, elle a gagné la semaine dernière sur le Grand Prix de la Libération. Elle peut aussi aller jouer dans les top 10 des sprinteuses sur les étapes plates. Après, ça va être Cole, Vos, ce sera les deux. C'est, je pense, les 2 grosses têtes d'affiche sur le sprint. Charlotte Cole qui avait en plus remporté les victoires, tu parlais des 2 victoires, c'était sur l'UAE Tour, épreuve World Tour en début de saison où elle avait un peu fait la nique à tout le reste du peloton qui avait remporté le classement par points de cette UAE Tour. En fait, on va avoir 2 duels pour les sprints et pour le classement général entre 2 néerlandaises à chaque fois. La nation numéro 1 du cyclisme, il n'y aura pas de... Il y aura pas de grosses surprises. Espérons que, les Françaises viennent un peu chatouiller tout ça. Peut-être, Julien, pour terminer, une donnée à prendre en compte qu'on ne perçoit peut-être pas de chez nous en France, la chaleur. Les premières chaleurs pour ces filles-là, c'est une vraie chaleur en Espagne actuellement et pour avoir été pas loin de là où se déroule le Tour d'Espagne il y a une dizaine de jours, je peux vous dire que cette chaleur, elle est prenante, vraiment, pour ces filles-là qui étaient encore pour la plupart sur les Ardennaises où il a fait froid, notamment sur Liège-Bastogne-Liège en 10 jours à peine. En une semaine passée du simple au double pratiquement en termes de température, ça va pas être simple à gérer. Il y a des filles qui sont aussi peut-être sujettes à des allergies avec le printemps qui arrive et cette chaleur directe. Ça va pas être simple à gérer non plus. Hein. La chaleur va être aussi un facteur prédominant. Après, peut-être moins en fin de semaine, sachant qu'elles sont proches de l'océan, donc il sera un petit peu plus humide. Mais les premières étapes, ça risque d'être sec, chaud. Les prévisions en Espagne sont assez alarmantes, on va dire, en ce moment. Ça va jouer sur les organismes, ça c'est une certitude. Ouais.
pour ce Tour d'Espagne féminin qui donc se déroule cette semaine. On vient de faire la présentation sur Vélo Podcast. Julien, ta favorite? Allez, cite-moi un nom. Alors, il y a le choix du cœur et le choix de la raison, comme toujours. La raison, je pense, ce sera Demi Vollering. Et le choix du cœur, ce sera Gaia Realini. Gaia Realini pour le choix du cœur. Ok. Bon, moi, le choix du cœur, ça va être Evita Music. Et le choix de la raison, Demi Vollering. Voilà, je vais faire comme toi. Je pense que Demi Vollering va être bien présente. Et je pense comme toi, surtout que... Après... C'est trop dur pour Malène Reusser, les lacs de Covadonga? Le lac de Covadonga, oui, alors, Marianne Reusser pourrait s'en sortir sur des montées régulières, style Aspin, style Tourmalet, mais là, il y a trop de rupture de pente, je pense, pour qu'elle puisse exprimer son talent de rouleuse. Bon, de toute façon, on sait très bien, elle va se mettre en effort curseur, elle va aller jusqu'en haut. On va voir ce que ça va donner. Donc pour cette Vuelta féminine, Julien, je te remercie d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Vuelta. Mais c'est toujours un plaisir. Tu ne bouges pas, parce qu'on va continuer, on en a parlé un peu de cette équipe ZAF Cycling, l'équipe espagnole qui ne participe pas à la Vuelta d'ailleurs, qui était normalement invitée sur cette Vuelta, qui n'y participe pas, et qui même pose des problèmes, notamment à des coureuses qui auraient dû y participer. On va en parler avec un invité dans Vélo Podcast, à tout de suite. Après avoir parlé de la Vuelta féminine qui se déroule cette semaine, on va faire un peu un suivi d'un dossier dont on a parlé il y a pas longtemps. C'était l'affaire ZAF. Alors, on avait parlé d'Audrey Cordon-Rago avec ses signatures chez Human Power Health, mais de ce qui s'était passé aussi chez ZAF avant dans l'équipe espagnole. Et c'est un dossier en cours. Et pour parler de ce dossier, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin toujours avec moi. Et puis on va accueillir Jean-François Raymond du syndicat Cycliste Alliance. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume, bonjour Julien. Bonjour Jean-François. Bon, on va être honnête, voilà, tout simplement, après le podcast qu'on a publié avec l'évocation, dans le 50e Vélo Podcast, l'évocation de ce qui s'était passé chez ZAF pour Audrey Cordon-Rago, Jean-François, vous avez pris votre ordinateur, vous nous avez écrit un mail et tout simplement, vous nous avez dit, voilà, j'ai quelques informations à vous apporter un petit peu. Nous, on est en relation avec les coureuses, avec Audrey Cordon-Rago et autres. On ne défend pas qu'Audrey Cordon-Rago dans ce dossier avec ZAF et on a quelques précisions à vous apporter. Bon, voilà, déjà, merci de nous avoir contactés. C'est vrai que c'est un dossier assez complexe quand même. Ouais, exactement. Et déjà, merci pour l'invitation. C'est très sympa de pouvoir échanger avec vous. Oui, en suiveur attentif du cyclisme féminin, j'écoute ce qui peut se dire, notamment sur ce dossier-là, parce qu'on l'accompagne les coureuses depuis pas mal de semaines maintenant, et que effectivement, il dépasse une personne individuelle en l'espèce Audrey, et qu'il y a d'autres coureuses qui sont concernées et qui subissent aussi cette situation-là, et qui nous ont contacté fin février déjà pour nous faire part de difficultés, et qu'on a décidé de leur apporter tout notre soutien logistique et matériel et opérationnel depuis plusieurs semaines. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, il y avait des précisions à apporter déjà concernant notamment cette garantie bancaire dont on avait parlé, qui est une demande qui avait été faite non pas auprès de l'UCI, Jean-François, mais auprès de la Fédération espagnole, parce que finalement l'équipe ZAF étant une équipe continentale, les garanties et les protections n'étaient pas les mêmes que pour des équipes World Tour. Effectivement, et c'est ce que vous aviez dit la dernière fois, vous aviez présenté la garantie bancaire à un niveau de à peu près 30% de la masse salariale, et ça c'est pour les équipes du World Tour, c'est pas pour les équipes continentales. Pour les équipes continentales, la garantie bancaire, en tout cas le dépôt qui est fait par l'équipe pour compenser la garantie bancaire, est équivalente à peu près 15% de la masse salariale globale de l'équipe. Donc c'est pas un chiffre neutre, parce que entre la différence entre déjà 30% c'est quand même assez bas, mais 15% c'est encore plus bas, et quand on commence à ne pas être payé pendant plusieurs mois, toucher finalement que 15% de ses salaires potentiels, c'est problématique. Mais c'est la règle, elle est comme ça, on peut rien y faire. Et puis le deuxième point, c'est ce que tu viens de préciser, c'est qu'en fait, c'est pas l'UCI qui gère la garantie bancaire dans le cas des équipes continentales, c'est effectivement les fédérations nationales, et en l'occurrence la fédération espagnole, puisque l'équipe ZAF est enregistrée auprès de la fédération espagnole. Julien, si tu veux poser une question à Jean-François. Donc Jean-François, tu disais que c'était les fédés nationales qui géraient les cas continentales. Tout à
fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ces disparités, notamment au niveau justement des règles d'accès à ces statuts. Ouais, et c'est ce qui a fait tilt quand je vous ai écouté la dernière fois, c'est de dire en fait c'est pas tout à fait exact parce que les conditions pour les équipes Conti sont les obligations pour les équipes sont bien moins importantes. Si un coureur ou une coureuse vient écouter ça et se garde dans la tête que c'est 30%, non, malheureusement c'est pas 30%, c'est pas tout à fait ça. Et puis c'est souvent plus difficile de parler avec une fédération nationale que c'est de parler avec l'UCI. En tout cas c'est notre cas depuis le début, même s'ils ont été de bonne volonté, la fédération espagnole, les relations sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir avec les gens du cyclisme sur route à l'UCI, et du coup voilà, c'est important de le rappeler, et c'est important de rappeler aux auditeurs de manière générale qu'il y a quand même de grosses disparités entre les équipes du World Tour et puis les équipes continentales, pour certaines d'entre elles en tout cas. Alors on va avancer un petit peu parce que dans ce dossier de la demande de garantie bancaire, donc Jean-François, cette demande de garantie bancaire, elle a été notifiée à la Fédé espagnole, on va dire à la mi-mars, on va dire la deuxième quinzaine du mois de mars. Et depuis, il se passe quoi ? Alors, depuis, il se passe beaucoup de choses. Donc déjà, toutes les coureuses individuellement, c'est pas une procédure qu'on pouvait faire collectivement. Donc ça veut dire que toutes les coureuses individuellement qui n'étaient pas payées depuis le mois de janvier, puisque c'est ça le fond du problème, pas payées, pas de frais payés, le remboursement des vélos, etc., ont demandé aux alentours entre le 15 et le 20 mars la garantie bancaire auprès de la fédération espagnole. Ça, c'est la première démarche qui a été effectuée. La deuxième, et vous en avez parlé aussi, c'est que nous, on s'est mis en relation avec l'UCI pour échanger avec eux sur la possibilité de modifier les règlements, puisque comme Julien l'avait précisé, les règlements sportifs aujourd'hui ne permettent pas à une coureuse de signer dans une autre équipe avant le 1er juin. Donc c'est problématique pour nous en tant qu'organisation qui représentons des coureuses, puisque on les a pas payées pendant 3 mois, et maintenant elles peuvent plus travailler pendant 3 mois à cause des règlements. Donc l'UCI a été extrêmement attentif à nos demandes et avait déjà de leur côté anticipé cette discussion-là, et ont proposé alors, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, et ça c'est une question qu'il faudra leur poser, mais de trouver un mécanisme qui permettrait aux coureuses qui en feraient la demande après un certain temps de pouvoir être libérées de leur contrat vis-à-vis de l'équipe ZAF et de pouvoir s'engager avec d'autres équipes, ou alors retourner dans leur club initial si toutefois elles n'avaient pas de contrat, mais qu'elles puissent sortir de ces situations qui étaient quand même hyper problématiques pour elles. Même si elles n'étaient pas payées, elles étaient quand même à disposition de leur employeur, et au bout d'un moment, ces situations-là, il faut quand même qu'elles s'arrêtent. Donc voilà, l'UCI a accompagné cette démarche-là, a été extrêmement vigilant pour faire en sorte que les coureuses puissent retravailler, puisque pour bon nombre d'entre elles, elles étaient déjà dans l'équipe BNB qui n'a pas démarré la saison. Julien ? Ouais, c'est vrai que la plupart, c'est comme dit Jean-François, étaient dans le projet BNB. On va penser à Audrey notamment, à Lucie Jounier, qui se retrouvait dans cette équipe ZAF avec beaucoup de promesses, donc c'était un bon retour sur pied. Après, ces demandes de dérogation, comme Audrey a pu avoir, ça risque de créer ou non une jurisprudence. Après, ça je sais pas, Jean-François peut peut-être nous éclairer là-dessus. Ouais, l'enjeu il est là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'UCI a fait une dérogation à ses règlements sportifs pour pouvoir autoriser les coureuses de ZAF et toutes les coureuses dont Audrey Cordon a signé dans d'autres équipes. Donc certaines ont déjà retrouvé, mais nous maintenant notre travail, et c'est quelque chose qu'on a entrepris avec nos coureuses de notre comité des coureuses, c'est d'écrire à l'UCI ce qu'on a fait, en tout cas les coureuses l'ont fait, en disant voilà, maintenant que cette situation a existé et qu'on l'a vu, c'est peut-être le moment de modifier en profondeur, ou plus en profondeur, les règlements, et pour ne plus que ça se reproduise, et ne plus qu'on ait à concevoir une dérogation au moment, à l'instant où ça arrive, et qu'on puisse se projeter en disant voilà, dans le cas où il y ait des non-paiements de salaire ou une autre situation, on pourrait envisager que les coureuses puissent signer dans une autre équipe avant cette date du 1er juin pour leur permettre simplement de retravailler. Je pense que l'UCI a vraiment la volonté d'avancer sur les questions du cyclisme féminin, sa professionnalisation, etc. Ils s'en rendent compte, ils le savent, et ils considèrent, et je pense à juste titre, que on peut pas empêcher les gens de travailler, simplement, quoi. Donc voilà, il y a une volonté, je pense maintenant, beaucoup plus profonde et plus ancrée à l'intérieur de l'institution pour pouvoir faire évoluer les règlements dans le sens des coureuses
en tout cas des coureuses dans ces situations, mais il faut aussi et je pense que il faut trouver un équilibre, parce que c'est pas parce on a un retard de paiement de 10 jours qu'on peut rompre son contrat et aller dans une autre équipe parce qu'on n'est pas content de son début de saison. Donc il faut, à la fois du côté des équipes et aussi du côté des coureuses, trouver quelque chose qui fasse du sens pour tout le monde. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est pour ça qu'on doit être impliqué, parce que c'est pas l'un contre l'autre. Ici, on est, à mon sens, là pour développer le cyclisme féminin dans son ensemble et que tout le monde soit au cœur de ce projet-là, quoi. On parlait d'Audrey Cordorago qui était au début, on va dire la première un peu concernée et qui a été la première un peu à pouvoir se libérer de cette équipe-là. Mais finalement, Audrey Cordorago, elle qui fait partie du comité des coureuses dans le syndicat cycliste Alliance, elle a permis aussi de faire bouger les lignes pour tout le reste de l'effectif. Exactement, et elle a joué un grand rôle à son niveau dans la circulation de l'information, parce que tout le monde n'a pas le numéro du président de l'UCI dans son téléphone, donc elle a joué son rôle, elle a pris le lead, elle a, c'est la coureuse à très gros profil que tout le monde attendait cette saison, qui a fait du Paris-Roubaix son objectif, ou un de ses objectifs principaux d'ici à l'année prochaine, etc. Donc oui, effectivement, quand elle parle, on l'écoute, et on a tendance à suivre plus ou moins ce qu'elle dit, mais elle était pas, il y a d'autres coureuses qui ont eu aussi un impact différent via leur fédération nationale, puisque c'était aussi, ça faisait partie aussi des conseils qu'on leur a donnés, c'était de se rapprocher de leur fédération nationale, de faire en sorte que les fédérations nationales, que ce soit l'australienne ou l'américaine, puissent contacter de leur côté l'UCI en disant, nous on a une coureuse qui se retrouve aujourd'hui dans la panade, c'est bien de pouvoir les accompagner, de pouvoir modifier les règlements. Donc il y avait différents angles d'attaque. Celui de Audrey était très très direct. Il y avait le nôtre via les services de l'UCI, et puis il y a les fédérations nationales qui jouent leur rôle. Et il y a Audrey Cordorago qui était un peu la première à partir avec Lucie Jougnier au début du mois d'avril. Et puis finalement, dans la deuxième quinzaine de ce mois d'avril, toutes les filles, une à une pratiquement, sont parties, ont quitté cette équipe ZAF, qui du coup, Jean-François, n'existe plus officiellement auprès de l'UCI depuis quelques jours. Oui, exactement. C'était aussi une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a un nombre minimum de coureuses au-delà duquel l'équipe ne peut pas aller pour continuer d'être engagée dans des compétitions. Il y a déjà des organisateurs de compétitions qui avaient dit, si vous ne payez pas vos coureuses, nous, on vous fait pas participer, donc ce qui est aussi très bien de la part des organisateurs. Donc oui, il s'est passé plein de choses sur ce plan-là, et puis aujourd'hui, en tout cas la semaine dernière, en fin de semaine, l'équipe a atteint le point de non-retour avec plus suffisamment de coureuses pour pouvoir être engagée, et à partir de là, l'UCI met en place ses procédures, et la procédure, c'est le désenregistrement de l'équipe, et puis la non-participation dans des compétitions organisées déjà dès cette semaine, en fait. Ah oui, et cette semaine, il y a quoi ? Il y a la Vuelta. Et c'est un peu pour ces filles-là, parce qu'il y en a deux qui ont pas été libérées, mais qui sont parties de l'équipe ZAF, qui ne sont pas autorisées à courir sur la Vuelta. Deux filles qui s'appellent Deborah Silvestri et Michaela Drummond. Michaela Drummond, avant de rentrer dans la spécificité de son cas, Michaela Drummond qui a partagé notamment un peu son désarroi, et on peut peut-être parler de dépression, peut-être. Quand elle a annoncé son départ de ZAF avant de partir en Coupe des Nations au Canada, elle exprimait déjà son mal-être d'avoir entre guillemets échoué dans cette équipe. Après là, elle avait retrouvé une équipe chez Farto BTC. Elle devait s'aligner à la Vuelta, et la fédération n'a pas enregistré visiblement son transfert, ne veut pas enregistrer son transfert. Donc c'est un peu dommage, elle aurait pu être parmi des outsiders en étape de montagne, comme on parlait tout à l'heure, Guillaume. Oui, exactement, on parlait des favorites de cette Vuelta, ou en tout cas celles qui pouvaient jouer un rôle. Jean-François, c'est un peu là la suite maintenant par rapport à ces filles qui ne peuvent pas disputer la Vuelta. Donc il y a Deborah Silvestri, mais Michaela Drummond. On va parler de Deborah Silvestri qui, elle, avait la possibilité d'y participer, mais il fallait envoyer cette demande de garantie bancaire dans un temps pas trop rapproché de la Vuelta, afin d'avoir un transfert validé. C'est ça. Et puis Michaela Drummond, quant à elle, je crois que vous vous demandez un petit peu pourquoi elle peut pas y participer. Il y a un flou par rapport à elle, quoi. En fait, c'est vrai que la situation des deux coureuses est, à mon sens,
assez différentes parce que il y en a une qui, depuis le début, ne s'était pas joint à la procédure des autres, on va dire, et n'avait pas fait appel à la garantie bancaire, n'avait pas demandé la résiliation de son contrat, etc., et qui s'y est pris il y a une dizaine de jours, même pas. Donc après, comme je lui ai expliqué, puisqu'on a échangé sur ce sujet-là quand elle a eu une autre équipe en ligne de mire, c'était est-ce que l'UCI aura le temps d'analyser l'intégralité des pièces que tu vas lui envoyer, et est-ce qu'ils auront le temps pour te clearer afin de te permettre de signer dans une nouvelle équipe. Moi, j'avais pas mis mes deux mains à couper pour que ça soit le cas, parce que il y a un temps administratif aussi nécessaire pour évaluer les dossiers, et je lui ai dit très honnêtement que ça allait être, à mon avis, un peu juste. Effectivement, là, elle se retrouve dans une situation où elle n'a pas été autorisée, parce qu'on était, je pense, au niveau timing, on était quand même très très limite, mais après, c'est pas ma décision. Après, il y a eu peut-être d'autres facteurs, mais pour moi, ça me paraissait quand même un peu compliqué. Pour l'autre, effectivement, Coureuse, c'est à mon sens différent. J'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants parce qu'on l'a su hier soir très tard. Aujourd'hui, on est le 1er mai, donc je pense qu'ils attendaient même jusqu'à la dernière minute pour pouvoir courir. Mais on a prévu de la contacter, en tout cas pour moi aujourd'hui, et de faire un point avec elle pour connaître vraiment les raisons qui l'ont empêché de pouvoir participer à la Vuelta. Et après, juste par rapport au point que vous avez cité préalablement sur leur, on va dire leur bien-être et leur santé mentale de manière générale, je pense que les deux ne sont pas les seuls concernés par ça, puisque nous, quand on a commencé à travailler sur ce dossier-là, il y avait quand même un mal-être généralisé pour l'ensemble des coureuses, et quand on faisait des réunions Zoom, on en a fait un paquet quasiment un moment tous les 2 jours, en fonction des évolutions de nos échanges avec l'UCI notamment, on sentait vraiment qu'il y avait quand même beaucoup de désarroi chez les coureuses, une situation vraiment très très sensible pour beaucoup d'entre elles. Et on était beaucoup dans l'écoute, pas plus que dans l'action, mais ça faisait aussi partie de notre travail de les écouter, d'échanger, de leur parler individuellement, de les réconforter, de les rassurer, parce que ne pas être payé par son employeur, c'est jamais très plaisant. Et encore plus quand ça dure pendant 3 mois, et encore plus quand les salaires sont pas mirobolants non plus. Donc ça crée beaucoup. Parce que 15% à récupérer, Jean-François, ça fait même pas 1 000 €. Exactement, ça fait pas grand-chose, surtout que y en a certaines, il faut qu'elles payent leur loyer, il faut qu'elles peuvent pas aller chez le médecin. On en arrive dans des choses du quotidien qui deviennent très compliquées en fait. Et il faudra que vous en parliez un jour avec les coureuses, parce que c'est pas moi de dire ça, mais je pense qu'elles ont vécu aussi, quand elles se sont déplacées sur des courses, des situations particulièrement déroutantes, pour pas dire affligeantes, ou voire humiliantes, quand on ne sait pas si l'hôtel de l'équipe a été payé ou même réservé à quelques jours d'une course, ou même quand on arrive le jour même à l'hôtel. Donc il y a quand même tout un tas de paramètres qui font que arriver à performer dans ces conditions-là, ça relève quasiment du miracle. Et les résultats sportifs que certaines d'entre elles ont fait sur le début, je pense qu'ils sont à applaudir des 2 mains quand on prend un peu avec du recul la situation de l'équipe. Jean-François, aujourd'hui, quand vous contactez la Fédé espagnole, quand vous leur dites « Hola, ¿qué tal ?», ils vous répondent quoi ? Ils répondent plus ? Non, ils sont là, mais leur réponse, elle laisse un peu pantois, on va dire. Donc là, on a demandé clairement à toutes les coureuses maintenant de les recontacter individuellement pour savoir s'ils allaient pouvoir débloquer la garantie bancaire plutôt que ce que les règlements les autorisent à faire. Parce que derrière, il y a d'autres éventuellement procédures à engager contre l'équipe à différents niveaux. Et voilà, on a besoin d'avoir de la transparence de la part de la fédération espagnole. C'est leur responsabilité d'assumer le paiement de ces salaires manquants de par la garantie bancaire. Donc maintenant, il faut qu'ils fassent leur part du boulot aussi. Pour rappeler un petit peu la situation, c'est que cette garantie bancaire qui doit être versée par la fédération espagnole, étant donné que c'est une équipe espagnole, que c'était une équipe espagnole ZAF, on va parler au passé pour tant mieux, c'est quand même une garantie qui est payée par l'équipe en amont, qui doit être débloquée derrière par la Fédé, mais sur de l'argent qui est censé être versé par l'équipe. Si aujourd'hui la fédération espagnole tarde un petit peu, on va se projeter un petit peu. Est-ce que ce serait
peut-être parce que ZAF, derrière, s'ils n'ont pas payé les filles, est-ce qu'ils ont payé la Fédé espagnole sur ces garanties? J'ose pas envisager. C'est toute la question. Moi j'ose pas envisager cette possibilité-là, très honnêtement, parce que je me dis que la bonne gouvernance des fédérations fait qu'ils s'appliquent à eux-mêmes les règlements qu'ils écrivent. Donc le règlement dit tu dois collecter l'argent de la garantie bancaire. J'espère qu'ils ont les mécanismes pour le faire et qu'ils font pas courir des équipes à crédit, quoi, quelque part. Donc pour l'instant on n'en a pas la certitude, en tout cas il n'y a aucun élément qui pourrait prouver ça, donc c'est pour ça qu'on est encore dans un échange très cordial avec eux, même s'ils veulent passer par les coureuses en direct plutôt que par TCA, mais voilà, on attend de voir. Moi je suis curieux, on en a parlé à l'UCI, les temps de réponse nous paraissent un peu longs maintenant, et il y a besoin d'avancer pour les coureuses aussi, et de solder, ou tout du moins solder une partie de ces problèmes. Julien, est-ce que tu as une question à poser à Jean-François, rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire? C'est vrai que ces derniers temps, on lit un peu tout et n'importe quoi sur l'équipe ZAF, que ce soit sur les réseaux, Aujourd'hui, comment on peut être sûr que la caution a bien été versée, et deux, que les filles seront bien payées leurs 15%. Aujourd'hui, moi, en l'état, je n'ai pas de visibilité sur si ils ont bel et bien versé l'argent à la Fédération espagnole. Les seuls qui peuvent avoir cette certitude-là et la demander, c'est la Fédération internationale, donc l'UCI. Et après, sur le fait qu'ils aient bien versé l'argent, à aujourd'hui, rien n'a été versé aux coureuses. Même pas les 15%, même pas un petit montant, même pas une avance, rien. Elles ont rien touché. Elles ont eu le droit d'aller s'engager ailleurs, mais c'est tout. Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec l'UCI, et c'est le cas depuis le début, pour faire en sorte de solder cette affaire le plus vite possible. Jean-François, on va parler un petit peu de ce syndicat Cycliste Alliance, qui défend l'intérêt des coureuses, et qui défend l'intérêt des coureuses qui étaient dans cette formation ZAF, mais pas que. C'est un syndicat qui existe, on va dire depuis 2016, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, c'est ça. 2016, la présidente, c'est Iris Slapendel, l'ancienne championne des Pays-Bas, Iris Slapendel, qui était championne des Pays-Bas en 2014. On avait regardé ça avec Julien tout à l'heure aussi. Voilà, j'avais pas forcément de tête, mais je vais pas tricher. Voilà. Aujourd'hui, vous défendez les intérêts des coureuses, et comment ça se passe? C'est-à-dire que vous soulevez des lièvres en permanence. Vous voyez un peu que c'est pas si carré que ça, que les filles peuvent être un peu malmenées, que la structuration du cyclisme féminin avance à une allure telle que derrière, ça ne suit pas réellement dans la protection des coureuses? Non, en fait, il y a plusieurs éléments. Donc, le premier, c'est que on soulève pas des lièvres tous les 4 matins. Il y a des situations dans lesquelles les coureuses, qui sont très professionnelles, où les équipes bossent, il y a des super conditions, etc. Et ça s'améliore. Alors, on va dire que c'est pour les équipes de World Tour, c'est quand même le cas, parce que les obligations des équipes sont quand même hyper importantes. Maintenant, pour les équipes continentales, c'est quand même un peu plus c'est pas la jungle, mais ça peut être un peu plus difficile. C'est pour ça d'ailleurs que l'UCI réfléchit peut-être à la création d'une Continental Pro qui serait à la jonction entre les Continentales et les World Tour, qui permettrait de faire une espèce de transition pour que la marche des équipes continentales vers le World Tour soit pas trop haute. Donc il y a des réflexions sur la structuration même du nombre d'équipes, des catégories, etc. Donc ça, c'est des réflexions en cours sur lesquelles nous on a besoin d'être associés. Après, évidemment, comme dans toute relation entre les employeurs et des employés, il y a des problématiques de contrat qui arrivent quand on veut se séparer d'une coureuse, quand on veut pas la garder, c'est forcément des choses qui nous reviennent et qui pointent du doigt certains dysfonctionnements, mais qui sont courants dans le monde du sport et dans les relations de travail. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et puis après, pour moi, il y a aussi, et ça c'est sur le plus long terme, c'est pour ça que j'ai rejoint l'organisation il y a quelques mois maintenant, pour pouvoir les accompagner sur des changements un peu plus profonds, parce que la réglementation pour les femmes a été souvent un copier-coller de la réglementation pour les hommes, et pas forcément adapté en fait à la problématique du cyclisme féminin. Donc il y a un travail à mener. Le premier travail, ça a été de dire il nous faut une réglementation spécifique sur la maternité, ce qui a été mis en place, mais derrière il y a d'autres choses sur lesquelles il faut travailler. Et donc c'est pour ça que moi j'ai rejoint cette aventure-là pour apporter mon expérience
dans le monde du syndicalisme sportif, ma vision aussi, puis pour essayer de faire grossir encore cette super organisation. Jean-François Raymond, directeur opérationnel du syndicat cycliste Alliance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour résumer un petit peu, vous, plutôt dans le passé, vous étiez plus proche de Rudy Gobert que de Tadej Pogacar. Je pense qu'au niveau format sur un vélo, il y en a un pour lequel c'est plus facile que l'autre. Mais ouais, effectivement, moi, mon background est plus dans les sports co, basket, rugby, avant d'avoir fait plein d'autres choses, mais pour des syndicats au niveau européen, pour des syndicats au niveau mondial, pour lesquels j'ai aussi passé beaucoup de temps, et c'était une belle opportunité de venir. Je crois beaucoup dans le cyclisme féminin, je pense que et je le suis encore plus depuis que je bosse là, parce que je me rends compte qu'il y a un vrai intérêt à la fois, je pense, des diffuseurs et puis aussi des sponsors. Pour en parler avec les gens de Swift, ils sont hyper passionnés et hyper enthousiastes à l'idée de financer le Paris-Roubaix féminin, le Tour féminin, etc. Je trouve que c'est réconfortant de voir qu'il y a des partenaires comme ça qui ont envie d'investir du temps et de l'argent, parce que c'est un vrai investissement sur le long terme pour travailler sur l'amélioration de la visibilité pour les coureuses, etc. Et puis, voilà, juste à titre d'exemple, nous on bosse aussi avec Swift, parce que ils font partie de nos partenaires, qui sont arrivés grâce à tout le travail qu'on fournit pour les coureuses, et ils nous ont demandé pour le Paris-Roubaix de faire une petite enquête sur ce que les coureuses ont apprécié, ce qu'elles ont moins apprécié, pour pouvoir avoir de leur côté des billes et aller voir ASO en disant nous on veut augmenter la visibilité du produit, il faut que pour les coureuses ça se passe bien aussi, et que du point de vue des coureuses, voilà ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Donc je trouve que tout ça c'est hyper positif. Maintenant reste à voir comment ça sera pris en compte par ASO, mais en tout cas du point de vue des partenaires et en tout cas des gens qui payent, il y a vraiment une volonté d'améliorer les conditions globales des sportifs. Merci Jean-François d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. Julien, ça a permis de compléter un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois, et c'était très intéressant d'écouter Jean-François. Ça a permis de compléter, de corriger les petites erreurs que j'ai pu annoncer. Donc c'est bien, puis ça fait avancer aussi le débat, notamment donc sur l'équipe ZAF, et aussi sur cette vision du développement du cyclisme féminin qui est aujourd'hui en pleine explosion. On en avait parlé au moment du débrief de Paris-Roubaix. J'étais encore agréablement surpris qu'il y ait encore de plus en plus de monde au bord des routes sur Paris-Roubaix femmes notamment. Et si je peux compléter ce qu'a dit Julien, le matin, donc moi j'étais au départ, les coureuses étaient en train de se dire entre elles qu'il y a 4 ans en arrière, quand elles ont fait le premier Paris-Roubaix, il y avait personne. Elles étaient dans les voitures, il y avait pas de tourbus, il y avait rien du tout, quoi. C'était à la bonne franquette, et là tout le monde reste à l'intérieur du bus, il y a des gens partout, ça demande des autographes, ça fait des photos, il y avait vraiment du monde, et je pense que les coureuses elles le sentent aussi, et en termes de considération par rapport à l'investissement professionnel qu'elles y mettent, je pense qu'elles le voient, elles s'en aperçoivent, donc c'est super. Et c'est tant mieux pour ces filles, avec notamment des médias comme Actu Cyclisme Féminin qui mettent en avant un peu ce qui se passe aussi dans ce peloton féminin. Et puis regardez Vélo Podcast, on vient de terminer un podcast 100% féminin, on vient de parler de la Vuelta qui se déroule cette semaine avec la présentation qu'on a fait avec toi Julien, et puis on a fait cette suite du dossier ZAF avec toi Jean-François. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast, merci messieurs, et puis dans Vélo Podcast on se retrouve dans quelques jours avec la grande présentation du Giro Homme, la saison des grands tours qui démarre. Vélo Podcast disponible sur toutes les bonnes plateformes, la chaîne YouTube mais aussi Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vélo Podcast partout, tout le temps. Allez, à bientôt dans Vélo Podcast, ciao.